Bon, en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue au CITEM, si vous venez d'arriver. Bienvenue pour cette conférence. On va parler tourisme culturel durable. Et je suis donc Vincent Golin. J'ai le plaisir d'animer cette conférence qu'on va passer ensemble pendant une petite heure. À mes côtés, j'ai 3 intervenants. Alors, on devait être 4. Malheureusement, une intervenante, ce qui aurait mis une petite touche féminine dans notre panel, et malheureusement, comme on dit, sur le flanc. Elle s'en excuse, mais elle vous souhaite également la bienvenue. Il s'agit de Marion Tillet de l'Institut Paris Région. Donc, à ma gauche, donc à votre droite, Olivier Lerude, qui travaille à DRAC Île-de-France. Vous trouverez à ma gauche et à votre droite Martin Malvy, ancien ministre, que vous connaissez, qui est évidemment ici à plusieurs titres. Alors du coup, je vais éviter de dire des bêtises. Je vais lire les titres. Merci, monsieur le ministre. Président de Sites et Cités Remarquables de France, président de France Patrimoine et Territoire d'Exception. On reviendra justement sur tout ça tout à l'heure. Et puis, à sa droite, pour vous en tout cas, vous avez le dernier intervenant qui est de CRT Île-de-France. Et il s'agit de Fabrice Moulin. Fabrice Moulin, qui est responsable du pôle marketing territorial et formation. Voilà. Je vous propose sans plus tarder de démarrer cette conférence. On a prévu, alors ne faites pas trop attention aux horaires, comme on a démarré un peu en retard, on va gratter un petit peu sur la fin. Je ferai une rapide introduction, ensuite nous aurons le plaisir d'écouter Olivier Lerude, ensuite on passera la parole à Fabrice Moulin. Je ferai une petite illustration sur un outil qu'on a développé à l'Institut Paris Région dans le cadre d'un financement régional justement pour développer l'attractivité durable des territoires et notamment l'attractivité touristique durable. Vous verrez, c'est un outil qui est disponible sur Internet aussi. Ensuite, nous écouterons monsieur Martin Malvy et puis on terminera par des questions-réponses. Alors, ça peut vous sembler surprenant, on a tous des casques, mais rassurez-vous, je viendrai à vous. Il suffira juste de lever la main et puis vous poserez votre question et les intervenants, évidemment, les entendront, ainsi que les autres participants. Voilà un peu notre programme. Peut-être pour poser un petit peu le décor, quand on croise finalement dimension touristique et culturelle et qu'on est en France, mais on pourrait dire la même chose de l'Italie, on n'est pas sur un petit secteur d'activité économique en fait. On est sur un secteur important finalement on reprend des chiffres de la DGE sur le tourisme culturel. Vous avez ici des éléments qui rappellent un peu tout ça. Tout d'abord qu'en effet la culture, le tourisme, ce sont des facteurs d'attractivité de la France, de développement économique des territoires, pas uniquement de la région capitale ou des grandes métropoles, mais ça diffuse sur l'ensemble des territoires. Et il y a beaucoup d'initiatives aussi pour que ça diffuse plus. On écoutera ça un petit peu tout à l'heure. Le poids du secteur, c'est environ 100 000 emplois, 15 milliards d'euros de retombées économiques. Et puis, je vous invite à regarder un chiffre qui est en haut à droite. C'est la question finalement du tourisme, qui est un voie d'accès à la culture. C'est qu'en fin de compte, il y a des gens qui sont des touristes et qui vont visiter nos monuments, nos lieux culturels, etc., mais aussi nos animations culturelles. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est ce chiffre qui est là. 49% des touristes étrangers ont visité des sites culturels. Ça, on peut dire, c'est hyper important pour les territoires, le développement, l'attractivité, la création d'emplois. En même temps, si on pense durabilité, mobilité, émissions de carbone, vous voyez que ça pose un certain nombre de questions derrière sur, on va dire, le parcours client de ces personnes qui vont dans nos territoires. Je ne vais pas vous énumérer tous les autres chiffres, vous les avez vus à l'écran. Alors là, fallait faire sérieux dans cette conférence, on s'est dit quand même, faut que vous arriviez. Et puis c'est un test de lecture pour le fond de la salle. Vous avez ici des statistiques du ministère de la Culture sur la fréquentation des établissements culturels. Alors l'idée, c'est pas de dire il y a les premiers, les derniers, mais le chiffre que je voulais pointer avec vous, c'est les pourcentages de visiteurs étrangers. Vous voyez, le musée du Louvre, 73%, le Mont-Saint-Michel, 54%, 45% à Carcassonne sur le château Les Remparts, musée du Luxembourg, 10%, 36% à Marseille, le château d'If, etc. Tout ça pour vous dire que cette question de la fréquentation étrangère et derrière finalement de leur mobilité est également un élément important un peu partout en France finalement. Et c'est pas simplement la question des grands attracteurs touristiques de la France. Alors évidemment, cette question du tourisme durable, du tourisme culturel durable renvoie à un certain nombre de questionnements. Et ça fait de nombreuses années que les acteurs qui travaillent sur la décarbonation, la transition, évidemment, émettent un certain nombre de recommandations sur la vulnérabilité finalement du secteur touristique, tout d'abord au changement climatique. Vulnérabilité de 2 choses. Premièrement, c'est vous voyez les derniers rapports du GIEC, augmentation des températures certaines, etc.
Vous êtes un visiteur, admettons, vous allez visiter le Louvre. Vous faites la queue devant la pyramide du Louvre. Alors, quand il fait 30 degrés, c'est déjà compliqué. Quand il fait 35, ça l'est encore plus. Si on commence à arriver à des chaleurs, ce qui est prévu de 40, 45 degrés, vous voyez l'expérience visiteur qui commence un petit peu à se dégrader largement, voire à s'évaporer comme nos pauvres malheureux visiteurs. Donc, il y a en effet une question d'adaptation, évidemment, à cette montée inexorable des températures. Mais l'adaptation, ça veut dire qu'on subit. Il faut aussi travailler à l'atténuation des conséquences du réchauffement climatique et des facteurs émetteurs. On sait que ce sont les activités humaines qui sont la cause du réchauffement climatique et notamment les activités aussi touristiques puisque, notamment pour la France, une partie de nos visiteurs sont des visiteurs qui vont venir de manière carbonée et n'ont pas toujours de bonnes pratiques en matière de tourisme durable, de tourisme culturel durable. Donc, il y a vraiment des efforts importants à faire. Et parmi les acteurs à l'échelle internationale, tout le monde se dit, évidemment, il faut travailler sur je dirais, la décarbonation du secteur touristique et du secteur culturel durable, avec un objectif de réduire des émissions de 50% des émissions de carbone d'ici 2030. Et quand on fait ces calculs-là, évidemment, on intègre la question de la mobilité. Vous voyez que ça pose des tas de questions par rapport à des choix de ciblage de public, mais aussi pousser certains publics à peut-être utiliser d'autres modes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plein d'actions, plein de leviers possibles. J'en ai retenu celui-ci, cette matrice qui est tirée de Brice Dution du tourisme, que vous connaissez probablement. Il dit finalement il y a 4 points à faire. Adapter, donc, évidemment, c'est adapter les entreprises, adapter les lieux, etc. et travailler sur les co-bénéfices. Et là, on verra tout à l'heure dans l'exemple de ce qu'on a pu travailler sur les entreprises, comment on adapte leur façon de travailler. Évidemment, l'offre de service que l'on va rendre. Il faut que cette offre de service, elle vise l'excellence environnementale. Il y a la question, évidemment, j'aurais pu démarrer par ça, du diagnostic, c'est-à-dire qu'avant d'agir, on va quand même connaître la situation. Et c'est pas qu'un diagnostic de fréquentation touristique et culturelle, c'est aussi un diagnostic environnemental. C'est qu'il faut regarder, finalement, d'où viennent nos publics, quelles sont leurs pratiques et où est-ce qu'on peut, si je puis dire, proposer des solutions alternatives. Et il y en a, hein. Faut pas se dire, oh là, on est foutu. Non, non, il y a plein de choses à faire. Mais évidemment, il faut partir d'éléments importants. Et puis, évidemment, il y a des questions des coûts d'exploitation du secteur du tourisme en agissant sur les ressources. On va dire coût d'exploitation, c'est aussi pression qu'il peut y avoir sur les ressources. Vous savez, par exemple, qu'un visiteur, quand il est en vacances, on va dire, il se lâche un peu sur la douche, quoi. Il va peut-être rester une demi-heure, 45 minutes, etc., etc. Donc, les pratiques, en fait, des visiteurs sont souvent différentes de celles qu'ils ont chez eux. Hein, donc, il y a beaucoup de pédagogie aussi à faire là-dessus. Pédagogie aussi dans l'usage qu'ils peuvent faire des milieux naturels, pédagogie dans l'usage qu'ils peuvent faire dans la gestion des déchets et peut-être la réduction des déchets, leur transport, etc., etc. Alors, la question que je pose à nos 3 intervenants est la suivante. Messieurs, comment agir dans les territoires pour combiner attractivité et tourisme culturel durable? Et c'est Olivier Leruth qui va engager la réponse. Merci Vincent, et bon, j'en profite pour commencer pour remercier Vincent pour cette invitation et l'Institut Paris Région. Alors, donc je suis ici, on s'est rencontrés au cause des questions de tourisme au nom de la DRAC, donc j'ai plutôt centré mon intervention sur l'aspect culturel, et puis voilà, je laisserai mes collègues de table ronde peut-être rentrer plus en détail sur l'aspect tourisme. Les liens entre culture et activités touristiques sont forts. Vous le savez si vous êtes ici, c'est que la question vous intéresse. En Île-de-France, et je laisserai Fabrice, je pense, le détailler, ça aboutit à des collaborations entre la DRAC et le CRT qui sont importants, avec en particulier cette année la signature d'une convention, d'un séminaire qui s'est tenu en décembre sur le sujet porté par les 2 entités. Donc, ces liens sont connus et constants. Aujourd'hui, ils sont tous les 2 percutés séparément et ensemble par l'urgence écologique et énergétique qui pose des nouveaux sujets, des nouvelles questions, et du point de vue culturel, des questions qui, d'une certaine manière, ne sont plus des questions extérieures, mais qui sont des questions très pratiques. Si je prends simplement le coût de l'énergie, qui est une question alors également liée à la situation internationale, la question qui est posée, c'est finalement la question de la pérennité de l'action culturelle. Enfin,
pour faire simple, pour caricaturer, le maintien des sites ouverts à la visite, des possibilités pour les gens de se déplacer pour aller les voir, et donc finalement de l'activité culturelle elle-même. Donc c'est pas des sujets qui sont extérieurs pour le monde de la culture, c'est des sujets qui viennent vraiment chercher nos expertises, nos professionnels sur la façon de continuer à maintenir l'activité culturelle, à expérimenter, innover, faire des transitions. Alors le ministère de la Culture est sur le sujet depuis des années, sur toutes sortes de sujets d'ailleurs, parce qu'il y a toutes sortes de métiers, du spectacle vivant, voilà, au bien de scénographie, au réemploi, etc. Donc aujourd'hui, on va évidemment plutôt s'intéresser à ces questions-là. Nous sommes au CITEM, donc plutôt questions muséales. Et donc voilà, j'ai choisi un peu 2 entrées pour cette introduction générale. Peut-être un peu parler du patrimoine, en quoi le patrimoine a maille à partir avec ces sujets-là, parce que voilà, je pense que les politiques culturelles, ministère de la Culture sur les territoires est un acteur majeur de la transition écologique. Et puis de l'autre côté, comment la culture participe à l'aménagement durable du territoire, c'est-à-dire finalement traiter ce 3e mot de l'intitulé de notre table ronde, culture, tourisme et puis durable, du durable derrière. Alors, sur le patrimoine, je le disais tout à l'heure, c'est un champ que la culture, la transition écologique est un champ que la culture travaille beaucoup et a déjà beaucoup travaillé à toutes les échelles. Donc le ministère l'a fait lui-même de beaucoup de manières. On peut citer aussi les travaux de partenaires comme l'ICOM. J'ai participé l'année dernière à des cycles de table ronde extrêmement intéressants avec des experts d'un peu partout sur la manière dont les musées doivent aborder le sujet, l'adaptent partout dans le monde d'ailleurs, avec des retours d'expérience extrêmement intéressants et qui sont suivis des faits. Aujourd'hui, le service des musées de France est très engagé sur la question, y compris de manière très technique, sur les normes de climatisation, enfin la manière dont on va pouvoir faire évoluer les métiers. L'Union européenne, j'ai participé l'année dernière comme expert français auprès de l'Union européenne à un groupe en méthode ouverte de coordination de l'Union européenne où il y avait les 27 pays membres. Ce sont des groupes qui sont portés par la Commission sur culture et développement durable. Il y en avait un autre sur patrimoine et changement climatique. Il y a des livres blancs qui sont parus. Je vous invite à consulter. En tout cas, c'est un champ qui est loin d'être ignoré et qui a déjà été beaucoup travaillé. Alors après, à un moment donné, il faut passer à l'acte, mais il y a déjà beaucoup de travaux qui sont faits sur l'ensemble de ces sujets. Alors, dans le champ du patrimoine, pourquoi c'est finalement assez simple? C'est parce que le patrimoine, par définition, est durable. Le patrimoine, c'est ce qui est ancien. La ville ancienne est une ville durable, simplement parce qu'elle a fait la preuve de sa durabilité. Elle a été construite il y a longtemps, elle est encore là avec ses tracés. Elle a des processus constructifs qui ont fait la preuve de leur durabilité, qui souvent d'ailleurs sont très adaptés au changement climatique que nous connaissons, parce que, je sais pas, pour dire les choses rapidement, les bâtiments sont bien placés, bien conçus, bien aérés, avec des matériaux et des épaisseurs de murs correspondant finalement aux contraintes climatiques. Donc en fait, il y a une sorte d'évidence pour l'ensemble de ce champ patrimonial de se trouver impliqué dans le sujet. Ça va même un peu plus loin. Ce qu'on voit aujourd'hui dans le lien entre patrimoine et architecture, c'est également que tous ces vieux bâtiments et toute l'expertise que peuvent avoir en particulier donc sur les territoires en région, les architectes des bâtiments de France, en fait, il y a aussi peut-être une expertise à apporter pour aujourd'hui réagir mieux au changement climatique et adapter les constructions neuves en reprenant finalement des modes de fabrication et des choses que tout le monde connaît depuis très longtemps, mais qui ont peut-être été un peu oubliées sur une période récente. J'insiste un peu dessus parce que finalement, le patrimoine dans cette adaptation au changement climatique et dans la transition écologique, c'est pas simplement finalement un acteur qui va proposer une visite, c'est aussi finalement des équipements qui vont proposer à l'ensemble de la population de venir à la rencontre de modes de fabrication, de modes de vie parfois anciens sur des bâtiments patrimoniaux qui sont là, qui sont visitables et qui sont pas simplement, on va dire, beaux des points de vue de l'histoire de l'art, qui présentent aussi de l'intérêt vis-à-vis de la manière dont le territoire réagit et peut proposer des solutions. Si je vais un petit peu plus loin, bon, on n'est pas là pour faire une conférence complète, mais
finalement, c'est aussi vrai du patrimoine végétal. Tous les parcs, jardins classés, historiques, la plupart du temps sont des constructions, enfin des œuvres d'art hein, qui ont été imaginées à une certaine période, qui ont été plantées, qui bien souvent, contrairement à ce qu'on croit, ont fait l'objet de modifications extrêmement fortes depuis leur apparition. Il y a eu des changements d'essence et aujourd'hui, dans les jardins protégés, il y a tout un travail pour faire évoluer les essences en gardant l'esprit initial de conception et puis en gardant aussi une forme de richesse de biodiversité parce qu'on est dans des espaces qui sont souvent donc qui sont protégés par la loi, mais qui sont aussi souvent finalement l'objet d'un consensus sur le soin et l'attention qu'on va y porter, et donc des réservoirs de biodiversité, y compris pour de la faune, de la flore. Donc c'est aussi un aspect voilà, de lien entre l'activité culturelle, patrimoniale et la transition écologique. Et puis pour finir, puisqu'on est aussi thème, on peut parler des collections. Les collections, c'est le temps long des collections, c'est le temps long de l'histoire des hommes, ce sont des œuvres qu'on a récupérées du passé, qu'on montre aux générations d'aujourd'hui, on travaille pour les conserver pour demain. Hein, nous, en termes de conservation, enfin, j'en profite que nous soyons là, nous sommes quand même à 2 pas, y compris en ligne droite, d'un accélérateur de particules que le C2RMF utilise pour développer des techniques de conservation particulièrement adaptées. Donc il n'y a pas beaucoup d'accélérateurs de particules en France, et donc il y en a un au ministère de la Culture hein, qui a installé un petit peu plus loin, je dirais, dans cette direction-là, de l'autre côté de la cour du Louvre. Voilà. Et donc, ce temps long des collections qui est au cœur de tout le travail de conservation qu'on peut faire. Donc, avec toutes ces ressources, finalement, on voit bien que la culture n'est pas simplement un vernis qu'on peut apporter au tourisme. Hein, c'est aussi, la culture est actrice réellement de l'aménagement des territoires et de la dynamique qu'on peut y voir. Alors, les musées aujourd'hui sont des équipements à part entière, hein, c'est pas des lieux figés, des lieux d'exposition morts avec des collections pérennes qu'on revoit. On sait très bien qu'il y a eu tout un renouvellement. Ils sont fédérateurs, ils ont des propositions renouvelées à différentes échelles. Hein, Vincent en parlait tout à l'heure, pour un public international, mais aussi pour un public local, voire très local. Hein. Les partenariats entre les musées et les établissements scolaires, par exemple, sont extrêmement importants. Si je vais un petit peu plus loin, mais je pense que Fabrice en parlera mieux que moi, c'est aussi toute une activité économique. Hein. On peut parler aux boutiques hein, qui sont installées dans les musées. On peut penser à la restauration avec des circuits courts possibles, de la nourriture bio qui est offerte, voilà, une offre d'édition plus locale. Et si je devrais choisir un thème véritablement où la culture est très engagée, c'est la question des mobilités. Parce que finalement, un équipement culturel ou une manifestation culturelle même, hein, en élargissant un festival, c'est le même sujet. La culture aime déplacer les foules. C'est-à-dire le succès d'un festival, le succès d'un musée, c'est lorsque la population se déplace pour venir voir l'œuvre originale, avoir ce contact avec l'œuvre, hein, même si le monde d'aujourd'hui permet d'autres formes d'accès. Il y a un lien avec l'œuvre qui est primordial. Et donc, la culture souhaite le déplacement, ça veut dire souhaite des mobilités, donc souhaite des émissions carbone. Et on voit bien que là, il y a un enjeu extrêmement fort à travailler cette question-là. Et on ne peut pas à la fois souhaiter des mobilités et s'extraire du fait qu'il y a des émissions carbone qui sont liées. Et je pense en Île-de-France hein, à un dispositif, par exemple, qui pourrait être lancé, mais qui existe, qui est le Pass Navigo Culture. Alors, il est peu connu. Pour l'instant, il prend la forme, en quelque sorte, si on a un Pass Navigo et qu'on va voir un site, on peut avoir une réduction à l'entrée de ce site. Enfin, moi, je pense qu'on pourrait aller plus loin d'une manière ou d'une autre, c'est à travailler, c'est à réfléchir. Donc, avec la région, avec France Mobilité, la DRAC Île-de-France, et en tout cas est intéressée par le sujet. Et on voit bien qu'il y a 1000 entrées techniques qui permettront à la culture finalement de prendre ses responsabilités, ce qu'elle fait déjà sur beaucoup de chantiers, et qu'elle peut faire, je pense, encore davantage dans l'aspect concret de l'aménagement durable des territoires. Merci beaucoup, merci Olivier. On va passer la parole, je passe la parole à Fabrice Moulin. Et pour la régie, on va passer sur la deuxième présentation. Merci. Oui. Merci Vincent, merci Xavier. J'espère que vous m'entendez bien. Donc je suis
Fabrice Moulin, je travaille au comité régional du tourisme Paris-Île-de-France et c'est un organisme associé à la région Île-de-France, région qui vient d'adopter une nouvelle stratégie régionale du tourisme et des loisirs. Et dans cette stratégie, un des axes évidemment est la transition écologique de la destination. Et un des objectifs est de faire de Paris-Île-de-France la meilleure destination au monde et non plus seulement la première destination au monde qui était l'objectif de tout temps axé sur la fréquentation. Et l'idée de faire, donc vous vous en doutez, la meilleure destination au monde, c'est de travailler sur l'offre, d'améliorer et de transformer l'offre en une offre, l'offre touristique et culturelle, une offre durable. Donc dans nos actions, nous travaillons et on en a un peu parlé au départ, par exemple, à inciter, à pousser les acteurs à adopter les bonnes pratiques et à échanger leurs bonnes pratiques et leur manière d'améliorer, enfin de rentrer dans la transition écologique, énergétique également de l'offre. Et par exemple, à ce titre, dans le cadre du partenariat que nous avons noué avec la DRAC, nous souhaitons, et c'est je vous l'annonce pour ceux qui peuvent être intéressés dans le monde de la culture, nous allons réunir musées et monuments le 5 juin pour échanger sur les thématiques qui ont été abordées auparavant par Xavier, notamment les offres de services, les boutiques, la restauration, la médiation également, et évidemment la question des mobilités, de manière à ce que grands musées comme petits musées, monuments, patrimoine d'Île-de-France puissent échanger et adopter les meilleures pratiques. Donc il y a un travail qui est fait sur l'offre et il y a un travail aussi qui est fait sur la demande pour proposer à nos visiteurs, déjà pour travailler plus sur une clientèle, et là ça on le fait depuis la crise Covid notamment, on l'a toujours fait mais on l'a accentué, travailler sur une clientèle locale, une clientèle francilienne qui vient et qu'on veut qu'ils viennent plus dans les musées et les monuments de notre territoire, et également avoir un travail sur l'offre, l'offre qu'on va proposer à nos visiteurs, et notamment leurs pratiques de découverte, notamment à travers la mobilité. Tu as parlé du pass Navigo Culture, donc je ne vais pas en reparler, mais ça fait partie effectivement de faire en sorte que les visiteurs utilisent les transports en commun et intérêt à utiliser les transports en commun pour visiter des musées et des monuments partout en Île-de-France avec des réductions. Évidemment, on se pose la question du dernier kilomètre, mais ce serait beaucoup trop long aujourd'hui pour parler de ça. Mais voilà. Et il y a la question de aussi inciter à utiliser des mobilités douces, le cyclotourisme pour nos visiteurs, pour qu'ils visitent des sites. Je vais prendre, donc j'ai pris un cas concret, un exemple, à travers le contrat de destination impressionniste, qui est un contrat, qui est un partenariat avec plein de partenaires culturels, touristiques et institutionnels, noué entre la région Île-de-France et son CRT et nos homologues en Normandie. L'objectif est évidemment de marketer les sites et d'utiliser l'impressionnisme comme vecteur d'envie de visite et une communication sur nos destinations. Et donc de manière un peu provocatrice, je dirais, parce que on connaît plus d'autres régions sur ce segment-là, nous on veut dire que c'est une destination qui est 100% cyclotouriste, 100% vélo dans son usage. Et pourquoi ? Parce que on a sur ce territoire, Normandie et Île-de-France, 5 itinéraires de mobilité douce accessibles à vélo et adaptés à tous les profils. On a la Seine à vélo qui relie, qui a été créée, donc c'est des itinéraires qui sont aménagés et créés en 2020,
qui relie donc Paris jusqu'au Havre, Deauville-Trouville. On a l'avenue verte London-Paris, la Scandibérique et en Normandie plus particulièrement la vélo maritime et la vélo française. Sur la Seine à vélo, par exemple, on a de Paris en passant par Saint-Denis jusqu'à Chatou. Ça vous amène au hameau Fournaise, au musée Fournaise, et c'est l'endroit où a été peint Déjeuner sur l'herbe de Renoir, et donc il y a les possibilités enfin pas en vélo justement, d'atteindre ce musée, etc. Quand on continue, on va de Chatou en passant par Saint-Germain, les boucles de Seine. Donc l'idée, c'est évidemment la Seine à vélo, c'est de suivre les boucles de Seine. On arrive à Conflans-Sainte-Honorine, les lieux des bateliers, et donc on est le long de tous les paysages, puisque vous savez, l'impressionnisme, je ne vais pas faire une conférence sur l'impressionnisme ici, pour rassurez-vous, mais c'est quand même des paysages champêtres, des paysages urbains, le train notamment, enfin et le vélo également, c'est un peu un ode aux mobilités et à un certain nombre d'aspects des paysages de nos deux régions là réunies. Et donc quand on continue, je ne vais pas vous faire tout le parcours, mais la Seine à vélo, on remonte derrière à Lillebonne, on va jusque Etretat, etc. Et donc on suit le trajet et les peintres que sont Daubigny, Pissarro, Renoir, je l'ai dit, et Monet évidemment. Et d'ailleurs, Monet, à l'occasion des 150 ans de impression de Soleil levant, c'est justement, on a fait une campagne spécialement autour de cette thématique, évidemment autour du tableau, mais un des axes de cette campagne, c'était le fait d'y aller à vélo. Si je me souviens bien, j'avoue que je ne suis pas moi-même un spécialiste de l'impressionnisme, mais Impression sur le vent a été peint au Havre. Et donc l'idée, c'est d'avoir ce cheminement jusque d'ailleurs au musée, le MUMA, musée impressionniste au Havre, en partant de Paris où il y a Marmottan, Monet. Et voilà, donc c'est des trajets en vélo le long de voies véloroutes identifiées pour faire des parcours de site en site, y compris d'ailleurs du patrimoine immatériel, puisque l'idée c'est aussi de naviguer dans les paysages de l'impressionnisme. L'avenue verte Paris-Londres notamment, elle passe par Auvers-sur-Oise, Van Gogh que tout le monde connaît, mais il y a aussi Daubigny sur place, il y a Pissarro je crois, il y a la Scandibérique. La Scandibérique, c'est la route des pèlerins, donc ça va de Trondheim en Scandinavie, enfin en Norvège je crois, jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais ça passe par l'Île-de-France et ça passe par Hyères et le musée Caillebotte, et ça passe également par Moret-sur-Loing où le peintre Sisley a fait ses œuvres. Donc là aussi, le long de cet axe, de cette Eurovéloroute scandibérique, mettre en avant une offre culturelle accessible en vélo. Et l'idée, c'est pas juste de dire bon ça existe, mais c'est d'avoir des campagnes de communication autour de ça sur des réseaux sociaux. Nous, notre marque, notre signature du contrat, c'est les voyages impressionnistes, et ces voyages impressionnistes, donc derrière, on a fait des partenariats avec des médias, que ce soit Time Out, que ce soit des réseaux sociaux qui ont aussi une orientation plus jeune dans leur manière de s'exprimer. Donc il y en a un qui s'appelle Au Pétard, il y en a un donc c'est des comptes Instagram, Facebook et autres. Il y en a un qui s'appelle Culturez-vous, et on a des agences aussi de voyage, donc qui sont chargés de relayer cette vision d'une destination qu'on peut faire à vélo et de lieux culturels qu'on peut rejoindre à vélo. Et
Et l'idée, c'est aussi d'avoir une communication, bon, on a une communication presse évidemment autour de ça, mais c'est une communication croisée, c'est-à-dire que les sites, les réseaux sociaux, les agences qui travaillent avec ces itinéraires cyclables, que ce soit la Scandibérique ou la Seine et Vélo, relaient eux-mêmes nos voyages impressionnistes, notre offre, notre positionnement, et donc on fasse tout simplement des liens croisés, que ce soit dans nos sites internet, nos réseaux sociaux, etc. Et donc avoir un marketing de l'offre, mais destiné à la demande et à orienter une pratique de la demande qui soit plus durable, plus écologique. Voilà, donc c'est un exemple que je peux donner de multiples actions que nous menons et que nous allons mener à l'avenir pour transformer notre Île-de-France en meilleure destination et destination durable. Voilà. Merci beaucoup Fabrice. Je me tourne vers la régie, si on peut revenir à la présentation 1 pour faire la suite. Alors vous avez vu finalement deux intervenants qui se complètent dans leurs propos. Le premier point, c'était de dire voilà, il y a les établissements culturels. Finalement, ils ont été construits dans le temps et ils ont été bien construits et ils s'adaptent. Mais ils sont aujourd'hui plutôt performants par rapport aux questions environnementales. Mais voilà, ils s'adaptent aussi beaucoup. On voit bien qu'avec la dimension que vient de nous évoquer Fabrice, il y a la question de la mise en marché, de la question de structurer une offre à destination des visiteurs, qui soient de proximité ou plus lointain, en leur proposant d'autres modes de mobilité, que ce soit avec la carte Navigo, que ce soit à vélo, mais finalement décarboner la mobilité pour donner accès toujours à une offre et étendre l'offre. Tout à l'heure, dans le graphique que je vous ai présenté venant d'e-tourisme, il y avait la question des entreprises. On a fait un travail avec et pour les entreprises qui était financé par l'Europe. Je vais aller très rapidement là-dessus. C'est le projet européen tourisme. Donc, ça s'adresse aux entreprises. Et quand on a travaillé avec elles, on s'est dit, mais comment je peux faire passer des bonnes pratiques que j'ai pu réaliser ou que j'ai pu observer à d'autres entreprises. Donc, vous connaissez peut-être certains d'entre vous les rapports européens. Ça donne des gros rapports en français, en anglais, 600 pages, très utiles pour les super spécialistes. Mais pour monsieur et madame tout le monde dans une entreprise, c'est peut-être un peu difficile d'accès. Et donc, on a utilisé une technologie qui, là, je ne vais pas vous le faire en direct sur Internet, mais qui existe sur Internet, qui est destinée en fait à deux catégories d'entreprises. Mais justement, avec la DRAC, avec le CRT Île-de-France, avec d'autres partenaires, on va aller travailler dans la partie culturelle, on va travailler avec les musées, etc. Donc, on va développer cette offre. Deux segments, on s'est intéressé. Vous voyez, c'est une vraie fausse ville dans lequel on s'est intéressé aux agences de voyage et aux hébergeurs touristiques. Et la question, c'est de dire, mais finalement, je suis responsable d'une agence de voyage, je suis responsable d'un hôtel, qu'est-ce que je peux faire quand je veux aller vers du tourisme durable? Et bien finalement, on est parti de principe des usages. Quand vous êtes dans une agence, quand vous êtes là, on est dans une agence de voyage, il y a différentes possibilités pour, d'une certaine manière, travailler le tourisme durable de vous-même, mais aussi de vos propres clients. Donc, en fait, les lieux que vous voyez là, les points que vous voyez ici, finalement, sont des objets interactifs sur lesquels vous pouvez accéder aux fiches. Ce qui permet aux entreprises de partager avec leurs salariés et de dire, ben voilà, quand je te parle de ça, tu peux aller voir directement ce qu'il y a derrière. Alors évidemment, on s'est beaucoup plus intéressé à l'hébergement touristique. Ça, on vous a décomposé finalement quelque chose qui se fait étape par étape, mais c'est un hébergement touristique classique. Et pour chacune des pièces qu'on a pu représenter, il y a aussi des extérieurs, vous avez finalement des fiches pratiques. Donc, vous êtes responsable dans un hôtel des chambres, vous allez pouvoir regarder avec la partie chambre. Vous êtes le manager ou la manageuse de l'hôtel, directrice de l'hôtel, vous allez pouvoir avoir une vue d'ensemble et regarder ce qui se passe dans les cuisines, regarder ce qui se passe à la réception, etc. Et pour chacune des pièces, c'est le même principe que ce que je vous expliquais tout à l'heure. Finalement, on peut accéder à plusieurs bonnes pratiques en cliquant sur cet objet. C'était une expérimentation faite par les entreprises, pour les entreprises. On a eu plein de réunions, comme on dit, B2B, entreprises avec les entreprises. Et en fait, elles étaient très satisfaites de ça. Et puis, on a commencé à en parler un peu au-delà. Et on s'est rendu compte que finalement, c'est un outil pratico-pratique qui finalement répond à un besoin d'usage, mais peut vous permettre peut-être à certains ou certaines d'entre vous de dire, tiens, je m'intéresse à ça, allez cliquer, promenez-vous dans l'application, et puis vous découvrirez un certain nombre de bonnes pratiques prêtes à l'emploi pour, d'une certaine manière, vous aider à aller vers un tourisme beaucoup plus durable, qu'il soit finalement dans l'hébergement et demain dans la partie culturelle. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais céder la parole à Martin Malvy parce que là, je vais parler rapidement des entreprises, mais on va repartir vers les territoires et notamment, alors ce sera la dernière présentation, voilà, vers les sites remarquables. Monsieur le ministre, c'est à vous.
Bien, merci. Moi, je représente ici, vous l'avez dit, il y a un peu d'écho là, c'est normal. C'est curieux de parler avec un casque. Hein. Il faut le secouer. Vous pouvez l'enlever. Ouais, c'est nettement mieux. Ça marche? Vous entendez? Je n'entends plus, moi, maintenant. Oui, je représente ici une association qui s'appelle Sites et Cités Remarquables de France, qui était à l'origine, il y a 20 ans, quand nous l'avons créée, il y a 20 ans, l'association des villes d'art et d'histoire. Les villes d'art et d'histoire, c'était le produit de la Caisse des monuments historiques. C'est un premier label qui est devenu ville et pays d'art et d'histoire. Et nous étions l'association des villes labellisées par le ministère de la Culture, auquel nous avions joint les villes disposant de ce qu'on appelle un PSMV, c'est-à-dire ayant mis en œuvre la loi Malraux pour la protection du patrimoine de leur centre ancien généralement, le plus souvent. La législation a évolué. Dernièrement, ont été créés les sites remarquables. Donc, nous avons élargi notre panel, qui est devenu aujourd'hui celui des villes et pays d'art et d'histoire, label Malraux et les sites remarquables de la loi Elan il y a maintenant 3 ans. 4 ans. 300 villes et territoires qui se distinguent par le fait que les responsables, les élus de ces villes ont fait le choix de mener des politiques très actives de préservation du patrimoine et d'animation du patrimoine. L'un ne va pas sans l'autre. Mais de préservation du patrimoine, d'animation du patrimoine, l'association, elle, étant interlocuteur des pouvoirs publics, ministère de la Culture et ministère des Affaires étrangères. Nous avons une délégation de l'association qui part la semaine prochaine en Équateur et en Colombie, dans le cadre de coopération internationale avec le Quai d'Orsay, et puis le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Aménagement du territoire qui change de nom chaque fois qu'il y a un remaniement ministériel. Donc nous travaillons avec l'État, avec ces ministères, au niveau d'une veille juridique. Nous sommes, je prends cet exemple, très engagés il y a quelques mois seulement, lorsque un amendement est apparu au Sénat dans le cadre de la loi sur l'accélération des énergies renouvelables, qui prévoyait, dans l'amendement de la Commission de l'Environnement, qui prévoyait la disparition du rôle des architectes des bâtiments de France pour l'installation d'équipements photovoltaïques dans les centres anciens. On a vécu il y a 20 ans les paraboles sur les balcons pour la télévision. Là, on s'apprêtait à avoir une législation qui allait permettre d'installer des équipements photovoltaïques sur les balcons dans les centres historiques. Bon, on a mené un combat et finalement, d'ailleurs, on a été rejoint et par le Sénat et par l'Assemblée, et par les ministères. Ce projet n'a pas vu le jour, heureusement. Donc, on a un projet de veille juridique, de conseil à nos collectivités et de démarche à l'international. Le tourisme n'est pas au départ de notre association. Il y a 20 ans, vous l'évoquiez, il y a 20 ans, on évoquait peu les conséquences, les incidences du patrimoine et de la culture sur l'économie touristique. C'est venu progressivement. Moi, il y a quelques années, quand Laurent Fabius était ministre des Affaires étrangères, il s'intéressait beaucoup au tourisme, il m'avait demandé un rapport sur le lien entre patrimoine, culture et économie touristique. Le tourisme, c'est 8% du produit intérieur brut. C'est-à-dire que c'est plus en part de PIB que l'industrie et plus que l'agriculture. On le perd parfois de vue, ou plutôt, on l'a réinventé il y a quelques années. On estime que, effectivement,
un visiteur sur 2 en France vient pour un motif culturel, pour un motif patrimonial. Il vient pour les paysages, il vient pour de la musique, il vient pour des monuments. C'est la culture française qui attire un visiteur sur 2 venant de l'étranger sur les quelques 90 à 100 millions de visiteurs étrangers par an en France. Donc l'incidence du patrimoine et de la culture sur l'économie touristique est une incidence majeure. Les collectivités l'ont compris, les villes l'ont compris. Nous avons une majorité de nos adhérents sont des villes moyennes. Mais Paris est membre de notre association. Lyon est membre de notre association. Non pas pour l'ensemble de la ville, mais pour un quartier, généralement. C'est donc ce travail avec les collectivités qui nous amène, qui nous conduit à développer, à participer au développement de l'économie touristique. Nous avons en permanence des actions que nous conduisons avec Atout France, qui est le bras armé de l'État sur le tourisme à l'international. Nous menons des projets avec Atout France. Nous avons ouvert des sites avec Atout France, notamment le site Remarquable France, qui tourne depuis 2 ou 3 ans. Donc il y a une action permanente. Il y a, début de l'année, nous avions eu une exposition sur les grilles du Luxembourg, sur les grilles du Sénat, avec alors une autre association que nous avons créée, dont nous sommes à l'origine, que je préside d'ailleurs, qui s'appelle France Patrimoine et Territoire d'Exception, qui, pour ceux qui ont une approche patrimoniale, connaissent ces associations. Ce sont les grands sites de France, c'est les plus beaux villages, c'est les beaux détours, c'est villes et métiers d'art, ce sont les parcs naturels. C'est-à-dire des lieux qui ont tous développé leur patrimoine et qui se sont regroupés pour mener des actions. Je voudrais vous donner un exemple particulier que j'ai vécu, puisque c'est celui de la ville dont j'ai été maire. Je pourrais reprendre l'Île-de-France et le développement du tourisme durable en Île-de-France. On pourrait évoquer le voyage à Nantes, qui est aussi une réalisation fabuleuse d'un tourisme durable. Moi, j'ai été maire d'une petite ville qui avait cette caractéristique d'être la ville natale de Jean-François Champollion, Figeac. C'est un problème d'époque. Quand je suis arrivé à la mairie, il y avait un débat entre les uns et les autres, les concurrents. La maison de Jean-François Champollion était en décrépitude avec un arrêté de péril. Les uns avaient fait programme de sa démolition définitive et nous de sa reconstruction pour en faire un musée. Et on n'avait rien. Finalement, on a fait, dans la maison natale de Champollion, on a fait un musée d'égyptologie qui est devenu le musée des écritures du monde. C'est une ville de 10 000 habitants. Partant de là, le ministère de la Culture, avec Jacques Lang, a décidé d'une commande publique qui a été confiée à un Américain, Joseph Kossuth, qui est la reproduction de la pierre de Rosette, mais agrandie 25 fois sur une petite place. Ça a changé complètement l'approche touristique et l'approche économique de la ville. L'impact a été considérable. Il y avait un vieux palais qui était en squat et à l'abandon depuis 30 ans, qui, lorsque certains investisseurs ont vu le démarrage de la ville avec son patrimoine, ont pris en main cet hôtel qui est devenu aujourd'hui l'un des plus beaux hôtels du Sud-Ouest, dans un palais du XIIIe et XIVe siècle, en pleine ville, mais c'était un squat complet, et l'industrie aéronautique s'est développée parce que des cadres de l'aéronautique ont accepté de venir dans une ville qui avait été restaurée, dont le patrimoine avait été restauré. Donc, l'impact du patrimoine sur l'économie, c'est d'abord sur l'économie touristique, c'est également d'abord sur l'art de vivre, le plaisir de vivre
une ville qui a soigné son patrimoine et sur l'économie d'une manière générale. Et c'est la raison pour laquelle demain nous tenons notre assemblée générale annuelle à l'hôtel de ville de Paris d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle l'accent est aujourd'hui mis très fortement par notre association qui était vraiment à l'origine patrimoine. Aujourd'hui, le volet développement économique, développement touristique a pris non pas le pas, mais a pris une part égale avec la défense et l'illustration du patrimoine. Je crois qu'il faut illustrer ça parce que il y a des choix dans les collectivités locales, quelles qu'elles soient. À un moment donné, il y a toujours un choix. Le choix patrimoine est un choix toujours difficile à embrasser par les élus parce qu'il y a toujours, dans les équipes municipales, il y a toujours un certain nombre d'élus qui préféreraient qu'on fasse 200 mètres de trottoir ou qu'on aménage telle salle plutôt que de se consacrer au patrimoine. Et l'argument des élus, et il a beaucoup évolué d'ailleurs au cours des 20 dernières années, l'argument des élus, ce sont les conséquences des aménagements de patrimoine sur la vie à la fois des citoyens et la vie économique de la cité. Alors, tourisme durable, oui, bien sûr. Ça peut prendre plusieurs formes, plusieurs expressions. D'abord, c'est vrai, la mobilité. Le tourisme étranger, il est consommateur d'avions. Mais faut-il réduire les touristes étrangers ou faut-il amener les avions à réduire leur consommation? De toute façon, les avions, ils réduiront leur consommation. Ils sont condamnés, l'aviation est condamnée à faire des grands progrès comme a fait l'automobile au cours des 30 dernières années. Donc, la mobilité compte. Mais lorsqu'on est sur le terrain et sur le site, il faut aménager les équipements touristiques en fonction des préoccupations majeures qui sont les nôtres aujourd'hui. Mais c'est vrai sur l'hébergement, vous l'avez évoqué, c'est vrai sur la nourriture. La vie d'un équipement touristique peut être une vie inspirée du développement durable. Et les attractions, ce qui attire nos concitoyens, peut être aussi dans le domaine et dans le ressort du développement durable. C'est la raison pour laquelle on a un certain nombre d'opérations sur lesquelles je ne veux pas revenir, mais il faut savoir que c'est devenu une véritable préoccupation et que ça marche. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Il nous reste quelques minutes pour peut-être prendre quelques questions de la salle. Alors, n'ayez pas peur, hein. La première question est toujours la plus difficile, mais le temps est compté. Donc, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a une question à poser à l'un de nos intervenants? Oui. C'était en effet au sujet de la route vélo ou cyclable prévue pour l'Île-de-France pour la météo et la partie de l'hiver. J'avais justement la question de savoir comment est-ce qu'ils vont s'en sortir parce que l'idée est quand même très sympathique. Mais s'il y a des routes qui commencent en Norvège, je pense que ça va être un peu dur. J'aimerais savoir quels aménagements vous avez prévus pour le cas. Merci. Merci. Fabrice? Oui, c'est une très bonne question. Alors, je peux pas parler pour la Norvège, pour le coup. Après, je répondrai que on développe le vélo partout. Bon, ici on est à Paris, on sait qu'il y a un grand développement sur le vélo. Du cyclotourisme, il y en a dans tous les pays, y compris la Norvège. Donc, c'est des pratiques qui peuvent se faire, évidemment, qui sont dépendantes de la météo, mais qui peuvent aussi se faire en cas de froid et de pluie. Mais cela dit, c'est une bonne question parce que ça introduit l'idée le tourisme durable. C'est aussi, il y a la question qui est posée souvent du surtourisme. Il y a trop de tourisme, etc. Trop de touristes. Mais l'idée, c'est aussi qu'il y a trop de touristes au même moment, au même endroit. Et donc, nous, notre stratégie, c'est pas de dire il y a du surtourisme, c'est de dire il faut étaler les flux de visiteurs dans le temps, dans le temps et l'espace. Donc, c'est cette politique d'incitation au cyclotourisme. Et je voulais rajouter, dans certaines régions en Île-de-France, en France, pardon, ça va de soi. En Île-de-France, ça va pas de soi, hein. Le cyclotourisme, c'est pas du tout quelque chose. C'est pas une offre touristique qui est très développée et qui a été très développée par le passé. Donc, c'est déjà
une nouveauté, on va dire. Il y a déjà du cyclotourisme, mais c'est quand même une nouveauté d'aller vraiment axer de la communication dessus. Mais derrière, c'est aussi une manière de changer l'attitude des visiteurs, enfin les pratiques des visiteurs. Et comme je disais, il y a un étalement des flux et dans l'espace et le temps. Donc c'est certaines saisons, peut-être moins d'autres, c'est clair. Et l'espace, c'est aussi que les gens sont peut-être pas obligés d'aller tous au Louvre et que ce soit que des touristes étrangers qui vont au Louvre, mais ça peut être des touristes étrangers aussi, mais français ou franciliens, qui vont se déplacer dans toute l'Île-de-France, aller voir des sites beaucoup plus petits, des musées et des monuments. Voilà. Et d'ailleurs, juste, je profite d'avoir la parole. Je n'ai pas précisé en quoi, comme disait Monsieur le Ministre, les musées et monuments sont liés au tourisme, parce que personnellement, pour moi, enfin, notre travail, c'est une évidence, c'est des objets touristiques. C'est notre offre en grande partie. Il y a d'autres choses, mais c'est notre offre. Et en Île-de-France, on est bien lotis. Voilà. Merci Fabrice. Une autre question? Oui, fond de salle, j'arrive. Bonjour, je me demandais en fait l'outil que vous avez présenté destiné aux entreprises avec les détails des actions, des bonnes pratiques, est-ce qu'il est accessible au public? Comment qu'on peut y avoir accès? Vous voyez qu'on n'est pas bon en marketing. Il est disponible en ligne dans le compte rendu du CITEM, mais je vous donnerai l'adresse. Voilà, pas de problème. Et c'est un outil en effet qui est gratuit parce qu'il a été financé par l'Europe et qui est en ligne gratuitement, français et aussi un peu en anglais. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je remonte du fond de la salle jusqu'à l'avant de la salle. Bon, c'est bon, je crois qu'on peut dire que on est à peu près tenu dans les temps. Je crois qu'on peut applaudir vraiment nos trois intervenants. Merci messieurs, on a voulu vous faire une présentation à plusieurs voix en donnant différents éclairages sur le tourisme culturel durable. C'est pas le sujet le plus simple. On a ouvert des pistes, mais vous avez compris qu'il y avait beaucoup de choses derrière, à la fois des choses que vous pouvez creuser par vous-même, et les intervenants sont à votre disposition pour échanger à l'issue de cette conférence. Merci de votre venue, bon CITEM.